Constater un gonflement brutal des jambes peut révéler une maladie rénale encore méconnue, ça s'appelle le syndrome néphrotique. Dans cette deuxième partie de l'épisode, on va s'intéresser très concrètement à la prise en charge thérapeutique. Corticoïdes, résistance, rechute, nouveaux traitements et rôle des centres de référence. On essaye de répondre à une question simple mais essentielle. Comment est-ce que l'on traite aujourd'hui un syndrome néphrotique chez l'enfant comme chez l'adulte? On continue cette discussion avec le professeur Vincent Audard. Tu as abordé la corticothérapie. Est-ce que c'est le traitement de référence dans le syndrome néphrotique idiopathique? Alors, à l'heure actuelle, que ça soit chez l'enfant ou chez l'adulte, effectivement, c'est la corticothérapie, qui est préconisée en première intention. Ça permet une rémission dans 90-95 après 4 semaines de traitement chez les enfants qui sont, et c'est tant mieux, très corticosensibles le plus souvent, donc très sensibles aux corticoïdes. Chez l'adulte, des études récentes, parce qu'il y avait très peu d'études bien réalisées, bien faites, sur la corticothérapie chez les adultes. On sait que les patients adultes répondent à la corticothérapie, mais ils répondent quand même moins bien et ils mettent un peu plus de temps à répondre. Donc généralement, on peut s'attendre dans le syndrome néphrotique idiopathique à ce que 50 des adultes aient répondu après 4 semaines de traitement et on monte à 70 des patients après 8 semaines de traitement. Donc chez l'adulte, on dit que généralement, avant de parler de corticorésistance, il faut au moins 12 voire 16 semaines de corticoïdes à forte dose, alors que chez l'enfant, on parle de corticorésistance dès que, il n'y a pas de réponse au bout de 4 semaines de traitement. Très bien. Et lorsque c'est résistant aux corticoïdes, est-ce qu'on a des armes thérapeutiques? Alors, oui, heureusement, je dirais parce que voilà, c'est pas possible, de laisser des fortes doses de corticoïdes parce qu'on est quand même à des doses très importantes avec des effets secondaires, qui peuvent survenir, et donc il y a, des traitements de deuxième ligne, de troisième ligne. Le plus souvent, comme on pense et de plus en plus d'arguments laissent, penser que c'est une maladie immunologique, le but, ça va être effectivement de bloquer l'activation, la dérégulation du système immunitaire avec des molécules qu'on appelle des immunosuppresseurs qui bloquent l'activation des lymphocytes, qui sont des cellules de l'immunité. Et donc là, effectivement, il y a tout un arsenal, thérapeutique où on sait, où c'est à peu près bien codifié. On sait que si un patient est corticorésistant, le traitement de deuxième ligne sera tel ou tel traitement. Et puis après, dans les schémas évolutifs du syndrome néphrotique, ce qui est important, et ça, les patients le savent très, très bien, c'est que c'est un petit peu imprévisible. C'est-à-dire que vous pouvez obtenir une rémission et donc une disparition de la protéinurie. Vous avez l'impression de guérir et puis on va commencer à diminuer les doses de corticoïdes. Et ce qui peut se passer, c'est lors de la diminution des doses de corticoïdes ou à l'arrêt des corticoïdes qu'il y a une rechute du syndrome néphrotique. C'est ce qu'on appelle la corticodépendance, le fait d'être dépendant à une certaine dose de corticoïdes. Et là encore, l'objectif pour le médecin, que ce soit le pédiatre, le néphrologue pédiatre ou le néphrologue adulte, c'est d'avoir des alternatives thérapeutiques qui permettent de limiter la réutilisation à cure répétée de corticoïdes pour pouvoir entraîner la rémission ou maintenir une rémission prolongée. Et là encore, on a certaines molécules, soit par voie orale, soit maintenant aussi des molécules à base de perfusion, deux injections, qui permettent effectivement de surseoir à l'utilisation prolongée de cette corticothérapie et donc de limiter les effets secondaires des corticoïdes. Juste pour citer, hein, parce qu'il y a parfois des patients qui me demandent, tu évoques le rituximab pour le Tout à fait. médicament qu'on fait en injection et qui a transformé le pronostic des patients, notamment des glomérulonéphrite extramembraneuses et Voilà, donc peut-être qui va changer le pronostic des patients qui ont un syndrome néphrotique dit idiopathique. juste, pour les professionnels de santé et puis pour même les patients, hein, en libre accès sur internet, vous avez des recommandations qu'on appelle des protocoles nationaux de diagnostic et de soins, qui sont le fruit effectivement d'une réflexion et d'une analyse approfondie de toute la littérature pour, donner la conduite à tenir pour le médecin néphrologue, le médecin généraliste, pour la prise en charge du syndrome néphrotique idiopathique et des glomérulonéphrite extramembraneuses. Et effectivement, depuis, quelques années, on constate que cette molécule, le rituximab, qui est une molécule, alors c'est un anti-CD20, le CD20 étant une molécule qui est présente à la surface de certains lymphocytes et qui permet une déplétion, donc une élimination des lymphocytes B de la circulation, est associée effectivement à des rémissions, très importantes dans le cadre de la glomérulonéphrite extramembraneuse et que c'est aussi très intéressant dans le syndrome néphrotique idiopathique, justement chez les patients qui rechutent fréquemment ou qui sont dépendants aux corticoïdes. Tout à l'heure, je disais que tu gérais le centre de référence du syndrome néphrotique à Mont-d'Or.
Est-ce que le rôle du centre de référence, c'est justement dans les cas de syndrome néphrotique qui résistent ou pour lesquels on a de plus en plus de mal à trouver une molécule que vous devez être contacté pour essayer de trouver une solution? Alors effectivement, on fait partie le centre de référence syndrome néphrotique idiopathique et GEM, fait partie des 4 centres de référence, maladies rénales rares, labellisés, donc spécifiquement sur les maladies rénales. Par définition, effectivement, un centre de référence, ça concerne une maladie rare, à moins de 1 sur 2 000 dans la population. On a à peu près à l'heure actuelle, j'ai pas exactement le chiffre exact en tête, mais il y a plus de 400 centres références maladies rares qui sont, labellisés, donc ont une autorisation d'avoir cette appellation. Ça demande effectivement que les médecins qui sont dans ce centre de référence, que ce soit le coordonnateur, le site coordonnateur ou les sites constitutifs, aient vraiment une expertise dans ce domaine. Qui dit une expertise, ça veut dire une file active de patientes importante, donc une prise en charge importante, qui ont des publications dans le domaine, qui développent des protocoles, des projets, des protocoles thérapeutiques pour améliorer la prise en charge des patients. Et effectivement, in fine, le rôle d'un centre de référence maladies rares, je dirais, il y a plusieurs rôles. D'abord, c'est d'homogénéiser la prise en charge, des patients sur l'ensemble du territoire. C'est faire, qu'un patient qui soit suivi, dans une ville en France puisse bénéficier d'une prise en charge diagnostique et thérapeutique optimale et qui soit la même sur l'ensemble du territoire. Surtout qu'on est dans le cadre des maladies rares, donc parfois moins bien connues des médecins et donc c'est très, très important effectivement qu'il puisse y avoir des règles, que ça soit thérapeutique, d'où l'importance de la rédaction de ces protocoles nationaux de diagnostic et de soins qui sont des outils très utiles pour les médecins qui sont un petit peu moins experts. Donc homogénéiser la prise en charge. On vise aussi à promouvoir la recherche et donc pouvoir découvrir des biomarqueurs comme ceux dont je vous parlais, les antinéphrines, les anti-PLA2R. Tout ça, ça demande de la recherche dans des laboratoires. On peut mettre en évidence, grâce à ces nouveaux biomarqueurs ou à ces nouvelles bases moléculaires, des nouvelles pistes thérapeutiques, des nouveaux médicaments. Donc, c'est promouvoir la recherche, promouvoir aussi la formation, veiller effectivement à ce que derrière, on ait des jeunes qui s'intéressent à cette maladie rare, qui puissent prendre le relais et qui puissent, je dirais, divulguer ou en tout cas donner la bonne parole, et puis qui puissent assurer, derrière pour les générations futures. Donc la formation, elle est très, très importante, de former des jeunes néphrologues qui s'intéressent, aux maladies rares. Et puis la dernière chose, c'est alors peut-être pas trop dans le syndrome néphrotique, mais pour d'autres maladies rares, c'est, limiter l'impasse thérapeutique. Parce qu'on voit qu'effectivement, dans le cadre des maladies rares, c'est souvent des impasses thérapeutiques, parfois même des impasses diagnostiques et qu'il y a des fois des délais assez prolongés entre l'apparition des premiers symptômes d'une maladie et le diagnostic étiologique précis de la maladie. Et ça, effectivement, là, qu'il y ait des centres de référence, qu'il y ait beaucoup d'informations et de communication autour de ces maladies, ça permet de moins méconnaître ces maladies. Très bien. J'ai une dernière question autour de la prise en charge thérapeutique. Depuis toujours, on dit que la corticothérapie, ça peut favoriser le diabète, l'hypertension. Donc on dit aux gens: «Attention, vous mangez pas trop de sucre rapide, vous mangez pas trop de sel». Pourtant, il y a quand on regarde, il y a pas vraiment d'études. Quelle est ta position sur, les consignes diététiques sous corticothérapie, au long Ouais. cours? Alors clairement, la corticothérapie, voilà, ça a un effet bénéfique parce que c'est vraiment la pierre angulaire et le traitement de première ligne et ça a été montré quand même dans des études pédiatriques, chez l'adulte qui permet l'obtention d'une rémission, donc la disparition, du syndrome néphrotique. Malheureusement, effectivement, ces molécules, ça a un certain nombre d'effets secondaires. Les principaux effets secondaires à court terme, c'est l'apparition effectivement de rétention un petit peu hydrosodée, d'hypertension artérielle, le diabète. Donc on demande aux patients de limiter la consommation de sel et de sucre, notamment les sucres d'absorption rapide, tout ce qui va être soda, les gâteaux, bah, tout ce qui est bon généralement. Donc effectivement, il faut se limiter. On demande aux patients de surveiller via une petite piqûre au bout du doigt, qu'on appelle des glycémies capillaires ou des dextros, leur taux de sucre, dans le sang pour essayer de voir effectivement s'il n'y a pas des hyperglycémies, si le taux de sucre ne s'élève pas de manière, trop importante, auquel cas on pourra envisager éventuellement, de limiter les doses de corticoïdes ou même de changer notre fusil d'épaule et de proposer des protocoles d'épargne en corticoïdes, en traitement de première ligne. Et puis, il y a d'autres effets secondaires qui sont plus importants, mais qui ne sont pas forcément à court terme, mais qui peuvent être parfois très, très invalidants, notamment, je pense, aux enfants. C'est des retards de croissance. Donc, effectivement, voilà, chez les enfants, si c'est très, très difficile de faire respecter un régime chez un enfant de 4 6 ans, voilà. Donc, c'est très, très difficile, vous imaginez, pour les parents. Donc, ils ont besoin d'aide. On a en place et c'est vrai qu'il y a des progrès majeurs qui ont été effectués parce qu'ils sont encadrés. Il y a des psychologues, des diététiciennes pour effectivement optimiser la prise en charge. Mais donc, il y a un retard de croissance.
il y a les risques, pour la minéralisation osseuse. Il peut y avoir des ostéoporoses et donc on a des médicaments aussi pour prévenir l'ostéoporose. Parfois des problèmes ophtalmologiques quand les doses cumulées de corticoïdes sont importantes, notamment ça peut favoriser la cataracte. Et puis un problème aussi, mais ça c'est vrai pour les corticoïdes, mais aussi pour les immunosuppresseurs, toutes ces molécules interfèrent avec le système immunitaire. Le système immunitaire, en temps normal, ça nous protège de plein de choses, mais surtout, ça nous protège contre les infections. Et quand vous interférez avec le système immunitaire, vous êtes plus susceptible de faire des infections. Et donc, les patients sous corticoïdes, effectivement, on les alerte. Attention, donc on les vaccine un maximum. On donne parfois des antibiotiques en traitement, ce qu'on appelle prophylactique, donc en prévention de certaines infections qui, on le sait, peuvent être relativement fréquentes. Mais surtout, on les informe quand un épisode de fièvre n'est pas anodin et ils doivent impérativement consulter leur médecin ou en tout cas informer leur médecin qui sont fébriles. Ça peut être une infection comme chez monsieur et madame tout le monde, mais parfois ça peut être des infections un peu plus graves, un peu plus embêtantes qu'il conviendra de diagnostiquer rapidement pour débuter, là encore, un traitement approprié le plus rapidement possible. Très bien. Est-ce qu'on observe des différences épidémiologiques dans le monde? Est-ce qu'il y a des régions où il y a plus de syndrome néphrotique que d'autres? Alors, la physiopathologie, est assez complexe, mais il y a de plus en plus d'études. Donc là, on reste dans le syndrome néphrotique qu'on va considérer comme immunologique. On sort du cadre des syndromes néphrotiques héréditaires, mais malgré tout, on a l'impression quand même que le syndrome néphrotique, il survient pas dans n'importe quelle condition. Possiblement sur un terrain génétique prédisposé. C'est ce on parle de susceptibilité génétique. C'est-à-dire que lorsque vous étudiez de manière très, très fine et vous faites des grandes études épidémiologiques sur des grosses cohortes de patients avec un syndrome néphrotique qui est sensible aux corticoïdes, on voit parfois ils ont des petites modifications des gènes qu'on appelle sur un plan scientifique un polymorphisme génétique et on voit que certains polymorphismes favorisent. Alors quand on dit favorise, c'est que ça veut dire que le polymorphisme en tant que soi et lui-même n'est pas uniquement responsable et on a des patients qui ont ce polymorphisme et qui vont jamais développer de syndrome néphrotique. Donc probablement, comme pas mal de maladies immunologiques ou auto-immunes, c'est des maladies qui se font en plusieurs temps. Il faut d'abord une susceptibilité génétique, un terrain génétique prédisposé, mais encore une fois, lui seul, il peut ne rien se passer toute sa vie, mais sur un terrain génétique prédisposé, des facteurs environnementaux, des facteurs infectieux, ce qu'on appelle des triggers, des facteurs qui vont déclencher la maladie, vont venir se surajouter et là, on va entraîner le syndrome néphrotique. C'est vraiment la théorie de ce qu'on appelle en 2 événements et c'est vrai de dans plus en plus de maladies immunologiques où on sait qu'en fait, il y a vraisemblablement une susceptibilité génétique et puis un facteur extérieur. Ça peut être un environnement. Dans le cadre du syndrome néphrotique, c'est souvent un stress immunologique, c'est-à-dire, une infection virale, ça peut être un rhume, une piqûre d'insecte, parfois une exposition à un allergène qui va déclencher la poussée de syndrome néphrotique et d'un seul coup, la survenue des œdèmes massivement. Pendant le Covid, au moment du confinement, il y a eu, en France et aux Pays-Bas, on a constaté une diminution du nombre de cas de syndrome néphrotique, alors que parallèlement, il y avait une baisse de la pollution, parce que les gens étaient chez eux, il n'y avait plus vraiment de circulation et une diminution aussi des infections virales. Est-ce qu'on peut y voir un lien? Alors c'est vrai que pendant le Covid, c'est une période tout à fait particulière et qui est très, très intéressante sur un plan épidémiologique et quand on cherche par exemple à déterminer ou c'est très difficile de déterminer, mais en tout cas d'essayer de prouver un lien de cause à effet entre par exemple, des facteurs environnementaux, on pense à la pollution et la survenue de telle ou telle, maladie. Effectivement, en période Covid où, tout le monde était confiné, il y avait beaucoup moins d'utilisation, beaucoup moins de polluants, beaucoup moins notamment de voitures et c'est vrai qu'on a vu un certain nombre de maladies immunologiques diminuer un petit peu. Après, ce qu'il faut savoir aussi avec le Covid, il y a beaucoup de choses qui ont été, décrites dans le cadre du syndrome néphrotique. Il y a des poussées de syndrome néphrotique qui ont été décrites après des infections par Covid, par SARS-CoV-2. Il y a, des poussées de syndrome néphrotique qui ont été mises en évidence aussi après vaccination, chez des patients qui avaient déjà un syndrome néphrotique. Mais à l'inverse, on a vu aussi des Covid particulièrement sévères chez des patients qui avaient un syndrome néphrotique. Donc, clairement, la position du centre de référence à l'époque, parce qu'on nous a demandé de nous positionner, est-ce qu'il faut vacciner les patients? Est-ce qu'il ne faut pas vacciner? Clairement, il y a un bénéfice de la vaccination, même s'il y a quelques cas de, poussées de syndrome néphrotique qui sont survenus. Et ça, c'est vrai en général pour toutes les vaccinations, c'est-à-dire que clairement, quand on regarde les bénéfices et les effets secondaires, il y a un bénéfice de vacciner nos patients quand ils ont un syndrome néphrotique pour prévenir la survenue de certaines infections. Ça, voilà, c'est clairement démontré, c'est clairement les experts, que ce soit les néphrologues pédiatres ou les néphrologues adultes, s'accordent à dire et à communiquer comme quoi la vaccination est très très importante.
Ça, c'est en lien avec la perte des anticorps dans les urines et des anticorps Exactement. naturels, On a vu, que effectivement, tu expliquais au on a début. vu qu'on avait une susceptibilité accrue à cause du syndrome néphrotique et on rajoute derrière des médicaments qui bloquent le système immunitaire et qui eux-mêmes vont favoriser les infections. Donc c'est vraiment on a double peine, à la fois le syndrome néphrotique qui, du fait de la perte des anticorps dans les urines, favorise les infections. On met des traitements qui interfèrent avec le système immunitaire, ça favorise aussi les infections. Donc clairement, cette maladie expose à un risque accru d'épisodes infectieux. Donc il convient, dès qu'on peut prévenir, ce qu'on appelle la prophylaxie en médecine, bah, ça passe par la vaccination, parfois des antibiotiques qu'on prend tous les jours en association avec les traitements. Et donc, effectivement, ça nous amène aussi à évoquer le rôle éventuellement de la pollution et des facteurs environnementaux dans la survenue du syndrome néphrotique. Alors, il y a beaucoup d'études, effectivement, et c'est très pour moi, là, je vais te donner mon avis personnel, je suis intimement persuadé, qu'effectivement, on voit apparaître de plus en plus de maladies auto-immunes ces dernières années et probablement quand même, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on peut lire à propos de la pollution atmosphérique doit jouer un rôle. On sait que cette pollution atmosphérique, et ça c'est montré, dans plusieurs modèles expérimentaux, entraîne en elle-même, avec des particules qu'on appelle les particules fines, peut entraîner une dérégulation du système immunitaire qui va entraîner une déviation de la réponse immunitaire vers certaines voies qui sont des voies immunologiques qui sont plutôt propices à développer effectivement des maladies auto-immunes. Et c'est vrai qu'on est dans un changement de paradigme. On voit disparaître des maladies infectieuses qui entraînaient une déviation de la réponse immunitaire vers certaines voies liées notamment à la vaccination généralisée dont on parlait, à une amélioration globalement dans les pays industrialisés occidentaux des conditions sanitaires. Donc il y a beaucoup moins de maladies infectieuses qu'on pouvait voir chez l'enfant il y a encore une cinquantaine d'années. Et puis à côté de ça, on voit effectivement qu'il y a peut-être des facteurs environnementaux, la pollution, et c'est montré pour certaines maladies rénales, notamment la glomérulonéphrite extramembraneuse. Il y a une belle étude asiatique qui a été publiée dans une grande revue internationale de néphrologie qui a montré qu'il y avait justement au moment du Covid une baisse des poussées de glomérulonéphrite extramembraneuse et on voyait très bien, les scientifiques mesuraient les taux de particules fines de pollution dans l'atmosphère à différents moments et on voyait qu'il y avait une assez bonne corrélation entre la pollution et les poussées de syndrome néphrotique en rapport avec une glomérulonéphrite extramembraneuse et possiblement, ça peut être aussi un petit peu la même chose. Il y a une étude épidémiologique menée par l'équipe de Robert Debré récemment qui suggère aussi qu'on n'est pas tout à fait, sujet à faire un syndrome néphrotique chez l'enfant en fonction de où on habite en région parisienne. D'accord. Sachant qu'il y a aussi, depuis quelques années des articles qui sont sortis sur le risque d'insuffisance rénale à cause de l'exposition à la pollution selon Tout à les fait. zones où on habite. Donc, c'est clairement démontré pour les maladies, pulmonaires, cardiovasculaires et aussi, comme tu l'as dit, comme tu le soulignes, qu'il y a effectivement une association, une étroite relation entre le développement de la maladie rénale et probablement la pollution. Voilà, pour le déclenchement des maladies immunologiques, on aurait quand même très envie, en tout cas, il y a des données, assez robustes expérimentales qui suggèrent encore une fois que cette pollution, ces particules fines, peuvent jouer directement sur nos cellules de l'immunité et je vous ai dit à quel point ces cellules de l'immunité, elles étaient importantes parfois pour le déclenchement de certaines maladies rénales, notamment les maladies qui nous intéressent aujourd'hui, responsables d'un syndrome néphrotique, tel que le syndrome néphrotique idiopathique et la glomérulonéphrite extramembraneuse. Toujours sur, l'environnement, est-ce que donc on a parlé de la pollution, est-ce que les pesticides sont évoqués comme, facteurs, de risque potentiel de syndrome néphrotique? Alors pareil, encore une fois, c'est très difficile à prouver, mais voilà, ça fait partie des pistes incriminées. C'est pas le seul, mais encore une fois, on peut imaginer sur un terrain génétique prédisposé, quelqu'un, qui va être exposé de manière répétée, prolongée à des pesticides du fait, par exemple, de sa profession, peut, effectivement déclencher un syndrome néphrotique. Voilà, il y a pas à ma connaissance, il y a pas d'article publié, qui démontre effectivement que l'utilisation de tel ou tel pesticide déclenche un syndrome néphrotique idiopathique, mais ça fait partie des pistes, hein. D'accord. En tout cas, voilà, quand on a, une personne qui est du fait de sa profession, qui est particulièrement exposée à un pesticide ou à une molécule qui, on le sait, peut être associée à des maladies rénales, effectivement, c'est le rôle du médecin, du néphrologue, du centre expert, de prendre contact avec les médecines du travail et de voir effectivement pour un changement de poste, voilà, l'éviction en tout cas, de la molécule. Mais c'est très difficile à prouver. À prouver. On disait tout à l'heure que ça reste une maladie rare, mais est-ce qu'on constate que c'est une maladie en augmentation? Globalement, d'une façon, générale, les maladies immunologiques auto-immunes, c'est ce qu'on disait,
ont tendance plutôt un petit peu à augmenter, la prévalence de ces maladies a tendance quand même à augmenter, et celles qui concernent le rein, mais aussi en dehors du rein, ces dernières années. Merci beaucoup. Merci Vincent. C'était très complet, très précis comme d'habitude. Je voulais finir sur une note humoristique, toujours sur un souvenir de mon passage dans le service quand j'étais Oh là externe là! en 2009. Tu m'avais fait une blague, enfin, il y en était plusieurs, hein, j'étais pas seul, et qui m'a marqué. Comme quoi, quand on est étudiant, il y a des choses qui marquent quand on passe dans les services. Tu disais, je vais vous faire une blague. C'est quoi les trois phrases qu'on entend le plus à la PHP? Et tu disais, bah, c'est pas mon patient, j'étais pas là hier, et attention, ça glisse. Je voulais savoir si tu faisais toujours cette. Marchez pas dans le mouillé, non, c'est un petit peu changé. Ça a Voilà, mais changé? en tout cas, non, bah, c'est une blague, mais voilà, j'aime bien en tout cas, voilà. Moi, voilà, je travaille dans un centre hospitalo-universitaire. Vraiment, voilà, l'hôpital public, c'est une passion, pouvoir soigner, tout le monde, pouvoir former les jeunes avec, bienveillance, faire preuve, voilà, pouvoir accompagner parce que moi, vraiment, j'accompagne au plus proche les étudiants parce que j'ai des responsabilités, importantes en termes de pédagogie, dans l'UFR de santé Paris-Excréteil et c'est vraiment moi, j'ai pris énormément de plaisir, au cours de mes études de médecine. J'ai vraiment découvert la médecine avec passion et j'essaie de transmettre cette passion. Je veux vraiment que les étudiants, que ça soit les étudiants hospitaliers, les externes, les internes, puissent apprendre, on va dire, dans la joie, la bonne humeur, ce qui va être leur métier plus tard pour former des bons soignants de demain. Parce que voilà, c'est vraiment un métier que j'adore et je trouve qu'on a vraiment énormément de chance de pouvoir exercer ce métier, de pouvoir être au plus proche des patients et de pouvoir rendre service avec bienveillance en faisant preuve d'empathie. Et c'est vrai que voilà, en tout cas qu'un étudiant puisse, même s'il va pas devenir néphrologue, même un étudiant, même s'il va me dire qu'il rêve de devenir, chirurgien orthopédique ou, chez tout ce qu'il veut, voilà, le plus important, c'est qu'il garde un bon souvenir du stage et de sa formation parce que voilà, on apprend tellement de choses et c'est tellement passionnant et intéressant, sur le plan intellectuel de pouvoir découvrir comment un organisme fonctionne, de comprendre les pathologies, de pouvoir effectivement comprendre qu'un symptôme, c'est lié à telle ou telle pathologie et puis surtout d'apporter des réponses au traitement, de pouvoir soulager les patients, ça me paraît tellement important que voilà, je trouve en tout cas l'accompagnement, c'est très, très important pour les jeunes étudiants et en tout cas, Tout voilà, à je fait. continue à faire, des blagues, voilà. Bon, peut-être un petit peu moins maintenant parce qu'effectivement avec les cheveux gris, voilà, je prends un petit peu plus de recul et puis j'essaie d'être un peu plus sérieux mais bon, en tout cas, le but, c'est que vraiment, les étudiants, quand ils passent dans le service, puissent garder un bon souvenir et puis surtout qu'ils aient appris plein de choses, qui puissent leur servir plus tard. Ouais, je suis sûr que c'est toujours le cas. Et si, là, c'est plutôt pour les professionnels, si quelqu'un a besoin de contacter le centre de référence de Mondor, comment on fait? Alors, bah, écoutez, le mieux, c'est, mon mail, professionnel, hein. C'est comme tous les mails de la PHP, prénom.nom@aphp.fr. Voilà, je reçois beaucoup, beaucoup de mails pour des avis, hein, mais bon, bah, voilà, ça fait partie du job et j'essaie de répondre, et puis il faut pas hésiter à me relancer si je réponds pas parce que mais voilà, j'essaie quand même d'être assez réactif, pour aider en tout cas, autant que je peux à la prise en charge parfois très complexe sur le plan thérapeutique, de certains patients. Très bien. À bientôt Vincent, merci beaucoup. Merci encore Anthony, au revoir. Au revoir. Merci.